Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle affaire. Aujourd'hui, je fais un gros warning car cette affaire est vraiment terrible. Personnellement, elle me touche énormément, il est impossible de rester indifférent. Bon, on parle d'un meurtre, attention, donc c'est forcément horrible, triste comme les autres affaires, mais ici c'est surtout l'histoire qui est bouleversante, c'est la tournure de l'affaire. En fait, il s'agit d'une jeune femme vraiment incroyable qui vivra de nombreux drames dans sa vie, prendra alors malheureusement le mauvais chemin et en paiera de sa vie. Je ne vous en dis pas plus, juste attention, certains passages sont sensibles et nous, on se retrouve en fin de vidéo car j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. En tout cas, je vous laisse tout de suite découvrir cette affaire. L'affaire a lieu en 2002 dans l'État de Washington. Rachel Rose Burkheimer est une jeune femme née le 16 janvier 1984 et qui a au moment des faits 18 ans. Elle vit dans la réserve de Tulalip avec son père Bill et sa sœur Megan et cette réserve c'est une grande réserve qui s'étend environ sur 22 000 acres dans le comté de Snohomish. Pour vous parler un peu maintenant de Rachel, eh bien déjà c'est une très belle jeune femme, elle est sportive. À l'école, elle a fait du basketball, de l'athlétisme et du soccer. Côté caractère, elle est extravertie et sociable, elle se fait facilement des amis, elle en a d'ailleurs beaucoup car elle fait partie de plusieurs groupes d'amis différents. Elle est aussi décrite comme drôle, généreuse, elle est farceuse avec toujours le sourire aux lèvres et elle est aussi très gentille, vraiment elle est adorable. Par exemple, ça lui arrive d'écrire et d'envoyer des cartes à sa famille et à ses amis tout simplement pour leur dire qu'elle les aime. Donc ouais, c'est vraiment une fille très bienveillante et qui n'oublie jamais un anniversaire. Une fois, elle a même organisé une fête prénatale pour un collègue qu'elle ne connaissait même pas plus que ça, qui n'était pas vraiment proche d'elle. Et elle l'a fait. Donc voilà un peu le genre de fille sympa et bienveillante qu'est Rachel. Et quand elle était enfant, ses parents ont pensé qu'elle était peut-être sourde parce qu'elle n'a commencé à parler qu'aux environs de ses 3 ans. Mais quand elle a commencé à parler, ses proches ont alors vu que c'était une fille vraiment débordante d'imagination et créative. Elle s'amusait à jouer des rôles, elle prenait un ton théâtral. Son père Bill, par exemple, se rappelle qu'elle imitait plusieurs personnes, qu'elle prenait des voix différentes et amusantes. Et ça amusait beaucoup sa famille. Et elle souhaitait aussi devenir vétérinaire. Donc voilà pour son portrait. Malheureusement, Rachel a perdu de sa joie de vivre en août 2001 lorsqu'elle a perdu son meilleur ami dans un tragique accident de voiture. Cet ami s'appelait Corey Haynes et ils étaient vraiment très proches, disons comme une relation frère-sœur et ils étaient inséparables. Ils se connaissaient parfaitement mutuellement et il n'y avait aucune ambiguïté amoureuse entre eux. Ils avaient simplement une solide relation, une très forte amitié. Et le père de Rachel, Bill, donc, lui, il appréciait beaucoup Corey, il disait que c'était un jeune homme vraiment incroyable. Et d'ailleurs, après l'accident, Rachel appelait souvent la mère de Corey pour lui demander comment elle allait, pour prendre des nouvelles. Elle lui a laissé aussi des cadeaux, des objets pour le jardin, des sculptures d'anges. Donc elle restait soudée avec la mère de Corey. Et Rachel avait été dévastée par cette perte sans savoir qu'une série de tragédies suivrait. En fait, l'année qui a suivi la mort de Corey, Rachel a perdu, attention, 6 de ses amis. Oui, 6 personnes, c'est complètement fou. Il y a eu en fait des morts par noyade, il y a eu des suicides et aussi des tirs d'armes accidentels. Donc en tout, en 1 an, elle a perdu 7 personnes. C'est fou. Mais c'est vraiment la mort de Corey qui l'a changée. De base, Rachel était vraiment une jeune femme joyeuse et qui est devenue très déprimée par la suite. Elle a même dû se faire aider par un thérapeute. S'ensuivit ensuite un enchaînement d'événements, c'est-à-dire que par la suite, elle a décidé de quitter l'école où elle était et elle a commencé à étudier dans un autre établissement, mais elle a rapidement tout abandonné, les cours, l'école.
Elle a ensuite trouvé un emploi et elle a commencé à travailler dans une pizzeria pendant un certain temps, mais elle a aussi très vite quitté son travail et elle a ensuite fait du babysitting pour continuer simplement à gagner un peu d'argent. En tout cas, elle était vraiment perdue. Et c'est normal, c'est vraiment terrible de perdre un proche, c'est douloureux. Et Rachel a tout simplement perdu le sens que Corey avait donné à sa vie. C'est très triste. Elle avait des objectifs, elle avait des projets, des idées, elle avait de l'envie, du goût, c'était une fille avec du potentiel. Et maintenant, elle était devenue une jeune fille triste, perdue, déprimée, sans son meilleur ami qui était son confident et son repère. Et elle sera vite emportée dans une spirale descendante. Car au fur et à mesure du temps qui passait, elle a commencé à s'éloigner de sa famille, elle s'est aussi mise à se droguer, elle prenait de la cocaïne et de la méthamphétamine. Et son père, lui, communiquait beaucoup avec elle. Il lui demandait si elle avait des ennuis, il lui conseillait de retourner à l'école, il lui disait qu'elle avait du potentiel. Mais Rachel souffrait d'un profond mal-être, elle déprimait, elle s'enfonçait, elle s'éloignait de plus en plus de ses proches, de ses amis, elle s'est donc mise à fumer et elle commençait aussi à traîner avec un groupe de personnes très peu recommandables et c'est le moins que l'on puisse dire. L'une de ces personnes se nommait John Diggy Anderson. Elle l'avait rencontré lors d'une fête au lycée au printemps 2001. Et clairement, je vous le dis, ce n'était pas une personne fréquentable. Et plusieurs personnes avaient d'ailleurs mis Rachel en garde. En fait, il avait fait des séjours en prison, il achetait de la drogue à des dealers, il en revendait une petite fraction et il en fumait la majeure autre partie. Il fumait donc de la cocaïne, de la méthamphétamine. Il n'avait aussi aucune ambition, il se contentait de faire la fête et surtout il faisait partie d'un gang avec d'autres membres qui se faisaient appeler la mafia du Nord-Ouest et qui orchestrait en fait le trafic et le vol de drogue. Il était violent, il avait toujours des armes sur lui, il avait un long casier judiciaire pour des condamnations entre autres de vol et de trafic de drogue. Bref, rien de bon sur cet homme et le pire est à venir. Bill, lui, a découvert la relation de sa fille avec John lorsqu'il a reçu une facture de $640 de la part de sa compagnie de téléphone. Les appels téléphoniques provenaient de l'établissement correctionnel Facility de Shelton. Rachel échangeait donc avec John alors qu'il était en prison. Inquiet, il a questionné sa fille. Bon, évidemment, John n'était pas le bienvenu chez lui, évidemment, ce n'était pas une bonne fréquentation pour sa fille. Mais elle avait 17 ans, elle était indépendante, elle avait sa voiture et même s'il lui disait de cesser cette relation, ça restait quand même une jeune fille qui s'écoutait, qui écoutait son cœur. Il a malgré tout discuté longuement avec elle, mais elle lui répondait en fait que John n'était pas aussi mauvais que ce que les gens pensaient de lui. En fait, elle voyait du bien en lui. Rachel recevait aussi des lettres de ce John, des lettres d'amour, mais qui le présentaient quand même comme quelqu'un d'intolérant et d'autoritaire. D'ailleurs, beaucoup de lettres mettaient en avant le fait qu'il était aussi dangereusement jaloux. Mais vraiment, pour vous dire, il était tellement jaloux qu'il avait déjà reniflé les cheveux et les vêtements de Rachel pour savoir si elle était allée voir d'autres hommes. C'est complètement fou. D'ailleurs, c'est cette jalousie justement qui a finalement commencé à créer des problèmes entre eux. Ensuite, sa sœur Megan a vu des bleus sur le corps de Rachel, donc celle-ci était aussi violentée et au fur et à mesure, elle recevait aussi de nombreuses menaces de lui. Donc voilà, il est violent, il est jaloux et cette relation est clairement mauvaise, dangereuse et toxique. Mais Rachel ne voyait pas les choses ainsi, en tout cas pas au début. Je pense qu'elle l'aimait vraiment et qu'elle ne voyait pas quelle personne il était réellement. Car rappelons qu'à cette époque, elle venait de vivre quand même beaucoup de drames, elle était en phase de dépression, donc le fait de sortir avec ce garçon lui permettait aussi d'oublier un peu sa vie actuelle et de démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, après plusieurs mois de relation, elle a quand même commencé à voir qui était réellement John, et ça seulement juste peu de temps avant sa mort. Elle a commencé à parler de ses inquiétudes à sa famille, elle a notamment confié ses peurs et ses craintes au sujet de John à sa sœur, elle parlait des menaces qu'il lui disait, et finalement, oui, elle a commencé à voir clair en lui, et elle en a eu assez, elle voulait se détacher de lui, et elle a donc rompu avec lui. Mais John ne l'a pas laissé tranquille, pour autant, il a continué à l'appeler, il a continué à lui envoyer des lettres, mais elle n'y répondait plus.
En décembre 2001, par exemple, dans des lettres écrites depuis la prison, il a écrit notamment quelle était la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Il lui a demandé de leur donner une autre chance et il a même parlé de mariage. Dans l'une d'elles, il a aussi écrit « Je t'aime » 33 fois sur une page. Il lui a également donné des instructions sur la façon de le faire sortir de prison et sur l'endroit aussi où elle pourrait se procurer une arme si elle avait besoin de protection. Mais il devenait quand même de plus en plus frustré et en colère qu'elle ne réponde pas, mais Rachel, elle, de son côté, commençait vraiment à se recentrer sur elle. Elle commençait à renouer des liens avec sa famille qu'elle avait donc perdue. Elle se rapprochait d'eux à nouveau. Elle a aussi recommencé à aller à l'église avec sa mère. Elle dormait aussi avec une Bible pour repousser les cauchemars qu'elle faisait. Donc oui, elle allait mieux. Elle établissait aussi une to-do list, donc une liste de choses à faire. Et dans cette liste était notamment noté rétablir des liens avec des amis positifs. Donc elle voulait reprendre sa vie en main. Et c'est un jour, un dimanche matin, qu'elle s'est assise sur le porche de la maison et s'est confiée à son père. Son père déclarera plus tard qu'à ce moment-là, il avait vu un éclat, un rayonnement sur le visage de sa fille qu'il n'avait plus vu depuis déjà plusieurs mois. En tout cas, ce jour-là, Rachel a confié à son père qu'elle avait en fait rencontré un ami incroyable qui s'appelait Maurice. Maurice Rives est un jeune homme de 18 ans qui a grandi en foyer. Son seul parent proche, c'est une grand-mère et il est également membre, attention, de la mafia du Nord-Ouest. Donc oui, on pourrait penser que c'est risqué, que ce n'est absolument pas une bonne idée, mais en fait ils se sont rapprochés car ils avaient tous les deux le même objectif, c'est-à-dire s'éloigner, rompre avec le gang. Lui et Rachel avaient donc commencé à tisser des liens et souhaitaient tous les deux se libérer de l'emprise du gang, c'était leur objectif. Dans le même temps, elle a aussi dit à son père qu'elle souhaitait reprendre ses études, car elle et Maurice souhaitaient tous les deux retourner au lycée afin de finir leur année de terminale et obtenir ainsi leur diplôme. Rachel voulait alors tout recommencer à zéro, elle voulait reprendre les choses là où elle les avait laissées, elle reprenait un peu de joie, elle sortait petit à petit de la dépression et elle reprenait sa vie en main. Et du coup, son père, il ne connaissait pas Maurice, mais pour autant, il était content de ce jeune homme qui avait pu inspirer sa fille à reprendre sa vie. Mais malheureusement, leur relation est arrivée aux oreilles de John Henderson. Et il s'est mis très en colère. Maurice et Rachel semblaient être plus qu'amis, et pour lui, il était hors de question que ça arrive. Du coup, le but de John dès cet instant a été de monter les autres membres du gang contre Rachel. C'est là qu'il a décidé de raconter clairement n'importe quoi en disant aux autres membres qu'elle transmettait des secrets de gang à ses amis et à d'autres trafiquants, à des rivaux. Certains pensaient alors qu'elle travaillait pour un autre gang et donc contre eux. Certains pensaient aussi qu'il était possible qu'elle les livre aussi à la police. Bref, John avait clairement réussi son coup et les autres membres ont alors eu des soupçons, mais des soupçons induits par le mensonge, par la paranoïa et aussi par la drogue. Ils ont pensé qu'elle les trahissait. Rachel, elle, a ensuite été mise au courant de ses soupçons contre elle et terrifiée, elle est allée voir sa sœur qui lui a conseillé de rester loin, très loin de John sans savoir qu'il irait beaucoup plus loin. Le 23 septembre 2002, vers 16h, Rachel est allée à une fête avec 7 membres de la mafia du Nord-Ouest. Il y avait John Whittaker, 22 ans, Matthew Durham, 17 ans, Nathan Lovelace, 16 ans, Youssef Jihad, 32 ans, Jeffrey Bart, 22 ans et Tony Williams, 20 ans. Et elle est accompagnée de Maurice qui lui avait 18 ans, donc elle se sentait en sécurité. Et à ce moment-là, elle essayait aussi en fait de montrer à ses amis qu'elle ne les avait pas trompés, qu'elle ne les avait pas trahis. Elle était là aussi pour calmer la situation. Et ensuite, John Henderson, qui lui est âgé de 20 ans à ce moment-là, est arrivé plus tard à la fête. Et une fois arrivé, il a vu Rachel et Maurice, ainsi que les autres membres du gang, assis autour d'un canapé, tranquillement, riant, fumant de la marijuana et jouant aussi à des jeux vidéo. Et en fait, il n'a pas aimé du tout ce qu'il voyait, je ne sais pas pourquoi, peut-être il n'aimait pas que les gens puissent rire et s'amuser sans lui, ou plutôt que Rachel s'amuse avec d'autres membres. En tout cas, il s'est mis en colère et il a commencé à se battre avec des membres.
Et la situation, elle a clairement complètement dégénéré. Ils se sont mis à se battre entre eux. Certains ont aussi commencé à sortir leurs armes. Et Rachel, elle, voyant la situation, s'est levée et a voulu partir. Elle s'est donc dirigée vers la porte, mais malheureusement, elle ne l'a jamais atteinte. John l'a attrapée par les cheveux, l'a violemment frappée au visage, l'a fait tomber par terre. Et quelques autres gars sont arrivés et l'ont aidée à frapper, à s'acharner contre elle. Ils lui ont donné des coups de pied à la tête à plusieurs reprises et quelqu'un à ce moment-là, dans la pièce, a alors ordonné que la chaîne stéréo soit allumée et montée à fond pour que ses cris ne soient pas entendus. Ce sont vraiment des lâches, plusieurs garçons frappant une fille seule à terre. Ensuite, ils l'ont ramassée, l'ont emmenée au garage de la maison, ils l'ont bâillonnée et ils ont mis du scotch sur sa bouche pour qu'elle ne puisse plus crier. Donc Rachel était là, dans le garage, attachée et impuissante. Ensuite, les garçons ont parlé de viol collectif. C'est horrible, ça me dégoûte. Elle est là attachée et ils parlent de ça devant elle. Ils ont ensuite parlé de rançon. En tout cas, ils réfléchissaient à quoi faire d'elle. Et rappelons que malgré le fait qu'ils fassent partie d'un gang, Rachel les considérait quand même comme des amis. Elle avait traîné de longs mois avec eux, elle avait partagé des choses avec eux, elle leur avait parlé. Et là, ils venaient de la frapper, de l'attacher et de la bâillonner. Ensuite, tandis que Rachel était toujours immobilisée sur la chaise, eux ont commencé à manger de la pizza, à jouer à des jeux vidéo et aussi à fumer de l'herbe. Donc elle est restée là, attachée dans le garage pendant plusieurs heures. Puis, c'est vers 21h que Trissa Connor, la propriétaire de la maison et la petite amie aussi de l'un des membres du gang, Jihad, est rentrée chez elle. Car tout ça s'est passé à son domicile. Elle n'était pas présente à la soirée à ce moment-là car elle suivait en fait ses cours d'infirmière. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, précisément dans le garage, elle a été choquée de trouver une jeune femme battue et ligotée dans son garage. Elle est alors allée tout de suite dans la cuisine chercher un couteau, puis a essayé de la libérer, sauf que John est intervenu et l'en a empêché. Et Trissa, elle, a alors reçu l'ordre de quitter le garage et c'est là qu'elle a commencé à entendre des bruits de coups et puis elle a vu les gars mettre Rachel dans un grand sac de sport noir à l'arrière d'une Jeep. Vraiment, c'est horrible, c'est terrifiant. Trissa a quand même essayé d'intervenir, elle a crié à tout le monde de sortir, elle les a menacés de contacter la police, mais ça, elle ne l'a jamais fait. Ensuite, John Henderson, Maurice Rives et deux autres membres du nom de John Whittaker et Matthew Durham ont alors commencé à parcourir environ 50 km dans les montagnes. Et rappelez-vous, Maurice, la personne avec laquelle Rachel pensait être en sécurité, finalement, lui a aussi participé à son enlèvement. C'est horrible. Et selon la police, les jeunes hommes ont parlé à ce moment-là de louer en fait une chambre d'hôtel et de la laisser là, tout simplement, sauf qu'ils ont vite changé leur plan. Car une fois arrivés dans les contreforts des montagnes Cascades, ils ont su exactement ce qu'ils allaient faire d'elle, la tuer. John Henderson et deux autres sont alors partis chercher des pelles et étonnamment, ils ont laissé Maurice Rives là-bas avec elle pour la surveiller. Je dis étonnamment car cela aurait pu en fait lui donner l'occasion de la libérer, de la sortir de là et de s'échapper tous les deux, mais pas du tout. Et pendant donc que les trois autres étaient partis chercher des pelles, Rachel, elle en a profité pour dire à Maurice qu'elle savait qu'elle allait mourir ici. Elle a tenté de lui faire comprendre qu'il était le seul à pouvoir l'aider. Elle l'a supplié de ne pas la tuer et de ne pas la laisser. Mais Maurice lui a simplement répondu qu'il ne pensait pas que cela irait aussi loin. Et donc, malgré les supplications de Rachel, il n'a absolument rien fait. Donc, il a choisi de rester loyal envers John et envers la mafia du Nord-Ouest plutôt que de sauver la vie de son ami avec qui il parlait un peu plus tôt de se libérer du gang. C'est fou, c'est dégueulasse. Ensuite, John et les deux autres sont revenus et ont déchargé les pelles de la Jeep. Et à ce moment-là, Rachel, elle faisait du bruit, elle criait, forcément elle avait peur. Et c'est là que John l'a frappée aussi fort qu'il a pu sur un des côtés du sac. Car elle était toujours dans le sac de sport à ce moment-là. Ensuite, ils ont commencé à creuser sa tombe alors que Rachel était juste là. Elle gisait là, à côté, elle était encore consciente. Sauf Maurice, lui non, il était à côté, il fumait, il buvait des sodas tranquille dans la voiture, mais John lui a ensuite demandé de venir pour les aider à creuser la tombe. Et en bon sujet loyal du gang qu'il est, il a fait exactement ce qu'on lui a dit de faire. Mais rendez-vous compte que Rachel, elle était là, en train de regarder sa tombe se creuser. Ça me glace le sang.
John Henderson a ensuite dit à l'autre John, donc John Whittaker, de sortir Rachel du sac de sport et de la déshabiller, de prendre ses vêtements, de prendre ses bijoux. Et à ce moment-là, Rachel les a suppliés de lui laisser uniquement la bague que son meilleur ami Corey Hance lui avait offerte. Mais tristement et malheureusement, John a refusé. C'est vraiment terrible. On l'a frappée, on l'a déshabillée, on lui a pris ses bijoux. Elle demandait une seule chose, qu'on lui laisse la bague de son meilleur ami. Et on lui a refusé. Et une fois la tombe creusée, Rachel a dit au gang qu'elle voulait entrer elle-même dans sa propre tombe. Elle ne voulait en fait pas qu'on la touche et qu'on la jette dedans. Elle est vraiment courageuse et alors qu'elle descendait donc dans le trou peu profond et le sol froid sous ses pieds, on lui a dit de se coucher face contre terre, mais elle s'est agenouillée et elle a commencé à prier. Et John lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle serait bientôt avec lui en parlant donc fort probablement de Corey. Et pendant que les autres le regardaient, John a tiré sur Rachel à l'arrière de la tête et dans le dos. Il a tiré sur elle au moins 6 fois et lui, Maurice, il était toujours là en train de regarder et il n'a absolument rien dit. Et à la suite de ça, John a ordonné aux autres de combler la tombe. Vraiment à ce stade de l'affaire, je suis vraiment triste, je suis dégoûtée, c'est horrible. Et les 4 membres présents ont ensuite scellé un pacte où personne ne devait rien dire sur ce qui était arrivé à Rachel, sur ce qui venait de se produire. Les jours suivants, ses proches, n'ayant aucune nouvelle de Rachel, ont signalé sa disparition le 27 septembre 2002. Elle a donc officiellement été considérée comme une personne disparue. Sa famille a alors distribué des affiches partout dans les comtés de Snohomish et de King. La police, elle a suivi toutes les pistes qu'elle avait, elle a écouté et recueilli tous les renseignements des personnes pensant avoir des informations, jusqu'au jour où ils ont reçu le témoignage de la mère de l'un des membres du gang, la mère de Jeffrey Bart. C'est son témoignage qui a donné un nouveau tournant dans l'enquête et a conduit la police à une Jeep rouge immatriculée au nom de Matthew Durham. La police a alors appréhendé ce fameux Matthew Durham et lui a rapidement mis la pression afin d'obtenir des aveux. Et il a tout avoué. Très rapidement, il a avoué le fait qu'ils avaient battu Rachel, qu'ils l'avaient attachée dans un garage, enfermée dans un sac, puis transportée dans des bois, dans un endroit reculé, et que John l'avait tuée. Il a aussi avoué qui étaient les membres qui avaient participé au meurtre. Son témoignage a alors conduit la police jusqu'au contrefort des montagnes Cascades. Des équipes de recherche se sont organisées avec des chiens renifleurs, ils ont fouillé la zone pendant 2 jours et ils ont finalement trouvé la fameuse tombe où était enterrée Rachel. Son corps a donc été retrouvé en octobre 2002, soit 10 jours après le drame. Après avoir retrouvé le corps et grâce au témoignage de Matthew, les enquêteurs ont ensuite pu procéder aux arrestations. Par la suite, ils ont aussi retrouvé l'arme qui avait été jetée dans un étang, ils ont retrouvé le ruban adhésif, les bijoux, dont la bague de Corey, et ils ont retrouvé la pelle utilisée pour creuser la tombe, et aussi les vêtements qu'ils avaient tenté de brûler. En tout, 8 personnes ont été arrêtées pour le meurtre de Rachel Burkhammer. Et plus tard, une autopsie a été pratiquée et a indiqué que malheureusement, elle avait été agressée sexuellement. Et avant de vous parler du procès et des peines, il faut savoir une chose. En fait, il a été découvert, grâce aux divers témoignages, que malheureusement, le meurtre de Rachel avait été prévu par John et par les autres membres du gang. Tout avait été orchestré. C'est-à-dire que quand Rachel est venue pour la soi-disant fête, eh bien c'était un piège. Tous les membres présents avec elle étaient au courant. C'est-à-dire que quand elle riait, quand elle jouait avec les autres membres et que John Henderson est arrivé, apparemment énervé et s'est mis à se battre avec les autres membres, eh bien c'était faux, c'était du cinéma. Les autres étaient aussi dans le coup depuis le début et ils n'attendaient en fait que l'arrivée de John pour attaquer Rachel. Tout était orchestré. Et à savoir aussi du coup que de base c'était un autre plan qui avait été prévu mais qui avait raté. Donc le 23 septembre, le jour du drame, Rachel devait en fait se rendre chez un des membres, tandis que d'autres seraient là et l'attraperaient par surprise. Mais le père de ce membre est rentré chez lui à l'improviste, déjouant alors leur plan, et c'est là qu'ils ont dû faire ça chez quelqu'un d'autre. Passons maintenant au procès et aux peines de prison. Donc comme vous le savez, il y a eu 8 personnes impliquées d'avoir tendu le piège et frappé Rachel. Et ensuite, seuls 4 membres sont partis dans les montagnes pour la tuer et l'enterrer.
À savoir que lors du procès, 5 d'entre eux ont conclu un accord de plaidoyer, c'est-à-dire pour avoir des peines moins lourdes, et ont accepté alors de témoigner contre les 3 principaux suspects qui ont planifié le meurtre, soit John Anderson, John Whittaker et aussi Youssef Jihad. En gros, ils sont tous retournés les uns contre les autres et moi je trouve ça quand même incroyable car ils ont quand même frappé Rachel pour satisfaire la jalousie de John, mais aussi et surtout car ils considéraient Rachel comme une menace pour leur gang. Et aujourd'hui, à l'heure du procès, ils se retournent tous les uns contre les autres. Donc je trouve ça assez risible et surtout pathétique. En gros, leur loyauté envers le gang n'a pas duré très longtemps. En tout cas, commençons maintenant par John Anderson. Alors lui, lors de son procès, il a été reconnu coupable de meurtre aggravé au premier degré et aussi de complot en vue de commettre un meurtre. Il risquait la peine de mort, mais il a été condamné à la prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Donc vraiment, je pense que c'est le seul réconfort de cette affaire qu'il passe le reste de ses jours en prison. Et le procureur a déclaré qu'après avoir tiré sur Rachel à plusieurs reprises, il s'était ensuite vanté auprès d'un ami. Il aurait dit « vous auriez dû voir sa tête exploser ». Et aussi, lors du procès, on peut le voir en train de rire et de sourire. Et il aurait carrément fait un clin d'œil à la famille de Rachel lors du procès. C'est complètement fou, il n'a éprouvé aucun remords ni aucune prise de conscience de ce qu'il avait fait. Passons à Youssef Jihad, lui il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, d'enlèvement au premier degré et de complot en vue de commettre un enlèvement et il a été condamné à 37 ans de prison. Ensuite, John Whittaker, lui il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré aggravé et de complot en vue de commettre un meurtre et il encourait aussi la peine de mort, mais il a été condamné aussi à la prison à vie sans possibilité de libération et attention, lui il a fait appel de sa condamnation. Et la Cour d'appel de l'État a annulé sa condamnation en 2013 et il a alors eu le droit à un nouveau procès en 2016, soit 14 ans après les faits, le 23 septembre 2016 exactement, jour pour jour avec la mort de Rachel. Et lors de ce nouveau procès, le jury a maintenu sa première peine, c'est-à-dire la prison à vie sans possibilité de libération. Et il a de nouveau fait appel de sa condamnation, vraiment quel culot, mais cette fois, son appel pour un 3e procès a été rejeté en 2018. Il a quand même eu 2 procès, 2 appels et tous 2 équitables. Et précisons que l'implication de John Whittaker est du même niveau que celle de John Anderson, c'est-à-dire que lui il était présent à chaque étape et d'ailleurs même avant le drame, il attisait les choses avec Rachel auprès des autres membres du gang en insistant sur le fait qu'elle les avait trahis, qu'il fallait mettre en place un plan, il attisait la rage de John Anderson, bref il mérite la prison à vie. Concernant Jeffrey Bart, alors lui il a été accusé de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et d'enlèvement. Il risquait au moins 25 ans de prison, sauf que seule l'accusation d'enlèvement a été retenue. En fait, les procureurs ont accepté d'abandonner les accusations de meurtre et de complot après que Jeffrey Bart a plaidé coupable pour l'accusation d'enlèvement et qu'il a proposé de témoigner contre les autres. Du coup, finalement, il a été condamné à 10 ans de prison. Et des documents judiciaires indiquent que lui aussi se serait vanté d'avoir frappé Rachel avec le canon de son arme. Et après avoir effectué ses 10 ans de prison, il a été libéré le 6 septembre 2011 où il est resté sous surveillance. Sauf que le 9 juillet 2012, précisément, soit à peine 10 mois après être sorti de prison et qu'il a 31 ans, il est de nouveau retourné en prison. En fait, il a été arrêté et a dû répondre de plusieurs chefs d'accusation pour violence domestique, 2 chefs d'agression, 2 chefs d'intrusion criminelle, 2 chefs de harcèlement, 2 chefs d'intimidation d'un témoin et une violation de sa libération conditionnelle. Et il a de nouveau été incarcéré à la prison où il est resté détenu sous caution de 150 000 $. Comme quoi, sa première incarcération n'a eu aucun effet. Il tend un piège pour frapper une femme, donc Rachel, il va en prison, il ressort au bout de 10 ans et il frappe une autre femme. Passons maintenant à Maurice Rives, la fameuse personne qui devait reprendre une nouvelle vie avec Rachel. Il a plaidé coupable pour le chef d'accusation de meurtre au premier degré et il a été condamné lui à 26 ans de prison.
Et plus tard, il a déclaré que la raison pour laquelle il n'avait pas aidé Rachel, c'était en fait la peur pour sa propre sécurité. Passons maintenant rapidement aux autres. Alors, Matthew Durham a plaidé coupable de meurtre au premier degré et a aussi été condamné à 26 ans de prison. Nathan Lovelace a été accusé de complot en vue de commettre un enlèvement et a été condamné à 30 jours de prison. Tony Williams a été accusé de meurtre au premier degré, d'enlèvement et de complot en vue de commettre un enlèvement et a été condamné à 9 ans de prison. Et une énième personne, la cousine de la petite amie de Jihad a été accusée d'avoir aidé à obtenir du ruban adhésif pour la lier et d'avoir aussi monté la chaîne stéréo pour étouffer ses cris. C'est elle qui avait monté le son. Donc il y avait aussi une énième personne lorsqu'ils l'ont battue et en plus une femme. C'en est maintenant terminé pour cette terrible affaire. Vraiment, la première fois que j'ai lu cette histoire, ça m'a retourné l'estomac. Elle avait la vie devant elle, c'était une jeune femme vraiment incroyable. Et le fait que son meilleur ami meure dans un accident de voiture l'a plongée dans la dépression. Ensuite, elle a perdu le goût des études et même le goût de la vie. Alors qu'elle avait quand même une idée précise du métier qu'elle voulait exercer. Elle avait du goût, des objectifs, elle avait du potentiel. Mais elle était mal, elle était anéantie par cette perte et c'est là qu'elle a rencontré John Anderson. Et quand elle a enfin compris quel type il était jaloux, violent, malheureusement il était trop tard. Vraiment je suis triste et dégoûtée de toute cette affaire. Je suis triste qu'elle ait perdu son meilleur ami, qu'elle ait ensuite sombré dans la dépression, qu'elle ait rencontré ce type, qu'elle a voulu ensuite s'en défaire, qu'elle ait été battue par plusieurs hommes, qu'elle ait dû regarder sa tombe se creuser et qu'elle a eu le courage de rentrer elle-même dans sa propre tombe. Vraiment, je pense que c'est l'une des affaires les plus dures que j'ai eu à vous raconter. Ensuite, son père Bill a essayé de faire adopter le projet de loi SHB 1236 qui condamne le fait de ne pas aider une personne en détresse tout simplement car chaque personne impliquée dans cette affaire a eu l'occasion à un moment d'aider Rachel, mais ne l'a pas fait. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'attends comme d'habitude vos retours et commentaires sur cette terrible affaire. Prenez vraiment soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.